ce jour de l'année 1870 où la vie de notre paisible famille du Sungo alsacien bascule dans une noirceur tenace. À la nuit tombée, quelques soldats français y trouvent refuge. Le feu de la guerre les poursuit. Quelque temps plus tard, les Prussiens vont nourrir une fusillade effroyable sous les yeux noyés de terreur de mon grand-père. Ah, le pauvre moulin, les balles le percent dans le rempart. Il faut tenir jusqu'à la nuit. Petit matin amène son lot de souffrances. Les Prussiens, par le feu, font sortir les soldats. Et puis, grand-père Meunier, avec un fusil entre les mains. Au lever du soleil, grand-père sera fusillé. Car il est une règle posée par l'état-major allemand. Tout Français, n'appartenant pas à l'armée et pris les armes à la main, doit être fusillé. Prisonnier de ces démons le temps d'un instant, grand-père Meunier restera dans le noir, à tout jamais. Le traité de Francfort de mai 1871 a retiré à la France la Lorraine, la quasi-totalité de l'Alsace,
tout le département du Haut-Rhin, sauf Belfort et ses environs. En 1895, je grandis entouré de mon frère Charles et de ma sœur Augustine. Entre nos devoirs d'écoliers et la lecture de livres de piété, nous vivons dans ce moulin alsacien devenu allemand au devant de l'église Saint-Étienne. Il y a cette belle église, oui, et au passage de l'escalier menant au clocher, ces vitraux qui éclaboussent de lumière notre intérieur. Ah, de quel autre monde fusent les rayons multicolores, brillants comme un arc-en-ciel. À écouter le maître d'école du village conter la grande histoire de l'Allemagne. Il a cette manie de nous énumérer toutes les vertus des illustres Allemands et par-dessus tout celle de Guillaume II, qui réunit à lui seul toutes les qualités connues. J'écoute ces histoires naïves et stupides en me cachant derrière mes camarades. Je ferme les yeux et, bercé par sa litanie, je me raconte à moi-même une belle histoire, toujours la même. Il était une fois un petit Alsacien, Paul, petit-fils de meunier, qui grandit avec le rêve de devenir officier de l'armée française, libérer son Alsace et y revenir victorieux, sous les yeux noyés de fierté de ses parents et de sa grand-mère. Cette histoire est mon histoire. Depuis la guerre de 1870, l'Allemagne victorieuse voit dans l'Alsace un rempart contre la France. Le chancelier Bismarck veut conquérir l'âme et le cœur des Alsaciens. Il veut effacer 2 siècles d'histoire qui la rattachent à la France. Alors l'Allemagne s'arroge le droit d'être pour nous une institutrice de civilisation. Elle n'est plus celle des penseurs et des poètes, mais celle de la puissance industrielle et militaire. Le difficile apprentissage de l'âme prussienne me reste en mémoire ce jour où nous recevons la visite de l'inspecteur à l'école. Découvrant que mon maître enseigne le français, il se met dans une rage telle qu'il détruit la salle de classe sous nos yeux d'enfants. Souvenir des genoux de ma grand-mère Alice et le chant passionné de ma mère Hélène. Regarde, Paul, me dit ma grand-mère. Là-bas, tout là-bas, ce ruban argenté, c'est le Rhin. Et de l'autre côté, cette ligne bleue, ce sont les Vosges. Un jour, toi et tes camarades, vous aurez à reprendre tout cela aux Allemands.
Vient alors l'année de mes 16 ans. Par quelle ivresse de la force brutale, une nation en est-elle arrivée à se croire le peuple élu, dont tous les autres ne pourront être que les très humbles serviteurs. À l'école, maîtres et professeurs ont prêché aux enfants alsaciens les splendeurs du nouvel empire et les merveilles de la culture allemande. Mais elle inspire à cette jeunesse une indicible répugnance. La société se divise en deux camps, les conquérants et les conquis. Les industriels qui ont gardé dans leurs fabriques quelques ouvriers français doivent les chasser. Les sociétés d'étudiants où l'on cultive la littérature française sont dissoutes. Depuis cette époque, grandit en nous chaque jour un peu plus l'idée que votre empereur n'est pas notre empereur. Vive la France! L'Alsace, entre Allemagne et France, devient peu à peu le tison d'un immense incendie. Et le jour de la foire d'automne de l'année 1900, nous avons l'idée de déployer sur le clocher de notre église d'Alsace un immense drapeau français.
protestataires alsaciens, l'Allemagne répond alors. L'Alsace, qui a connu un gant de velours, va désormais sentir son gant de fer. Frère Charles, je suis heureux d'accompagner ce jour du 7 mai 1906 notre sœur Augustine qui vient se fiancer à Joseph, un paysan français de Brebotte. Au-delà des frontières, en ce pays de la liberté, en ce pays de France, va changer ma destinée. Ce jour-là, nous venons rôder sur les remparts de Belfort, où les soldats français, en pantalons rouges, s'exercent sur les glacis. Leur joyeuse sonnerie fait le bonheur de tous les gamins. Depuis 1905, année de la séparation de l'Église et de l'État, le service militaire est de 2 ans de ce côté de la frontière. Moi, Paul, j'ai 22 ans et mon service militaire à moi, eh bien c'est l'armée allemande qui me l'a infligé. Joseph et ma sœur Augustine nous déclarent leur amour éternel. Il y en a qui donneraient tout pour changer d'époque, pour gagner le cœur d'une autre ou éviter les chocs. Il y en a certains qui veulent tout, le dessus et les dessous. Il y en a qui ne veulent jamais dormir au même endroit, qui rêvent de sauver le monde ou d'inventer des lois, pour des hommes et des idées, pour des femmes et des années. On rêve tous d'attraper une étoile. Moi je veux vieillir avec toi, c'est mon plus beau rêve ici-bas.
Alsaciens ont la joie de pouvoir à nouveau se retrouver, ne serait-ce que le temps des fiançailles, un souffle de partage annonce une fête qui durera toute la nuit. En cette année 1913, mon jeune frère Charles a rejoint le service militaire qu'il doit à son tour à l'Allemagne. Pauvre Charles, pensez donc que son lieutenant prussien s'est mis en tête d'avoir raison de ces têtes carrées d'Alsaciens et de leur apprendre les bonnes manières allemandes. Un matin, ayant rangé son peloton devant lui, il veut forcer les soldats à dire l'un après l'autre « Ich bin ein Wackes », ce qui veut dire « Je suis un voyou », et il ordonne d'ajouter « Je crache sur le drapeau français ». Tous refusent. Un traité de paix a fait d'eux des sujets du nouvel empire allemand. Ils acceptent de payer l'impôt et de fournir le service militaire. Mais si leur pensée se tourne vers la France, c'est que la France a gardé son idéal de liberté, de droit et de justice. Et tous refusent d'une seule voix en présentant les armes. Ils sont alors mis aux arrêts, non sans avoir été frappés à coups de crosse, et ce, plusieurs jours, au dire de mon frère Charles. L'Allemagne n'est pas un peuple qui a une armée.
c'est une armée qui a un peuple. Et peu à peu, l'Alsace demande à rompre ses liens avec son maître insolent, devenu un tyran sans pitié. Grâce au rédacteur d'un journal de Strasbourg, la nouvelle se répand. Un cri d'indignation part d'Alsace pour gagner l'Allemagne et la population de Saverne se révolte. Le lieutenant emploie toute sa force à réprimer et se précipitant sur un vieux cordonnier, il lui fend le crâne à coups de sabre. Ma petite sœur Augustine, cette année-là, arrive dans notre village avec son mari Joseph et leur premier enfant nommé Fernand. Ils souhaitent le confier pour quelque temps à grand-mère Alice. Je revois ce petit bambin arriver dans notre maison alsacienne. Je le revois émerveillé devant l'habit de soldat de mon grand frère Charles. Le temps d'un dimanche à la maison, le temps des retrouvailles.
14, la guerre se prépare dans une Allemagne qui détient la Lorraine, la région renfermant les plus riches mines de fer d'Europe. De jour en jour, de plus en plus d'armes sont au service de 675 000 soldats allemands. En France, les 525 000 militaires se préparent pour le jour du grand combat. Jean Jaurès, au Café du Croissant à Paris, demande: songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus comme dans les Balkans une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 ou 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie! Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire l'écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Les nationalistes soutiennent le conflit, souvent racistes et xénophobes, portés par de petits groupes bruyants. Ils préparent les esprits à la guerre. C'est l'exaltation de la nation, c'est la haine des autres. Un journal nationaliste appelle au meurtre du défenseur de la paix, Jean Jaurès, en écrivant: à la veille de la guerre, le général qui commanderait à 4 hommes et un caporal de coller au mur le citoyen Jaurès et de lui administrer, à bout portant, le plomb qui lui manque dans la cervelle, ferait son plus élémentaire devoir.
juin 1914, à Sarajevo, un fanatique nationaliste slave assassine le duc Ferdinand, héritier du trône des Habsbourg. Le 31 juillet 1914, le député Jean Jaurès est assassiné par un nationaliste français, ce qui achève de désemparer les militants pacifistes. Cette balle d'un assassin va changer le monde. La Triple Entente réunit France, Russie et Royaume-Uni. Contre elle se dresse la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie du tsar Nicolas II. Ce même jour, vers 5 heures, les coups de canon du château de Belfort annoncent la mobilisation générale en France. Le lendemain, ma sœur Augustine me rapporte que les maires sont avisés par télégramme du rappel des soldats. Ce jour-là, je prends la décision, comme des milliers d'autres Alsaciens, de traverser la frontière pour rejoindre l'armée française. Mon frère Charles n'aura pas cette chance. Toujours au service militaire, il devra combattre du côté allemand. Au passage de la frontière, je revois ces cavaliers allemands faire reconnaissance de ces lieux. Ils provoquent des escarmouches avec les militaires aux pantalons rouges. Ce jour-là, à Joncheray, un instituteur, le caporal André Peugeot, du 44e régiment d'infanterie de Montbéliard, est tué par le lieutenant Albert Mayer, lui-même abattu par un soldat français. Ce sont les 2 premiers morts d'une guerre qui en comptera 10 millions. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Elle est venue, cette guerre que tout le monde pressentait, mais à laquelle la France s'efforçait de ne pas croire. Elle est venue car l'Allemagne la voulait et la préparait depuis des années. Le premier été, nous pensions que la guerre serait courte. D'avis général, tout serait fini à Noël.
soldats des villageois couvrent l'angoisse des mères et des épouses. Tous ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive lorsqu'ils quittent leur famille et leur travail. Ma sœur Augustine voit s'éloigner son mari Joseph et moi, son frère Paul. Nous savons qu'il nous faut faire ce sacrifice pour notre terre, pour protéger nos villages et nos familles. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Nous avons 17, 25, 30 ans. Nous sommes laboureurs, ouvriers, boulangers, instituteurs, rémouleurs, taillandiers, commis chaudronniers, bourreliers ou chefs d'industrie. Ma sœur adresse un dernier baiser à son mari Joseph, qui serre fort tout contre lui son petit Fernand. Nous allons nous battre pour la France. Chaque homme et chaque femme doit faire son devoir. Je pars au front, mais je n'oublie pas de t'écrire souvent. Les enfants prêtent main forte pour la moisson, car les hommes sont partis rejoindre l'armée. En position à Betonvilliers, près de Belfort, le 6 août 1914, notre général est allé à cheval à Vautiermont et a mis le pied sur le sol alsacien. Nos soldats ont renversé 2 poteaux de frontière. Le temps promet d'être beau demain. Nous espérons que ce sera le jour fixé pour envahir l'Alsace. Il est grand temps. Les soldats rivalisent à qui sera désigné pour patrouiller en avant en Alsace. Nous franchissons la frontière à Chavannes-sur-l'Étang le 9 août et nos cœurs frissonnent à la pensée que depuis 40 ans, aucun uniforme français n'avait jamais franchi ses limites.
française entre à Mulhouse. Notre colonne est envahie par une population délirante et enthousiaste qui défile avec les soldats. Tous chantent la Marseillaise et crient « Vive la France! Vive l'Alsace !» Nous sommes entourés par des bandes de petits Alsaciens qui se cramponnent à nous, nous donnent du vin, de la bière, du café, des fruits, des cigares, et d'autres jettent des fleurs à la volée. Mais dès le lendemain, le 10 août 1914, nous repassons dans ce champ de blé de Schweighouse. La bataille des frontières tourne au désastre. Nous nous sommes lancés sur l'ennemi à la baïonnette, sans préparer le choc par le feu. 20 000 soldats français sont tombés sous les obus et les mitrailleuses allemandes. Le 13 août,
nous sommes repoussés jusqu'à Chavannes-sur-l'Étang. Le général Frédéric Bernard met fin à la poursuite lors de la bataille du Moulin de la Caille. Que de bravoure autour de moi. Ce combat héroïque achève notre première offensive sur Mulhouse. Il permet de laisser intacte notre frontière, mais de nombreux soldats français y seront tués ou blessés. Ici tombera à nos côtés Fernand Arthur-Édouard Japy, capitaine du 235e régiment d'infanterie de Belfort. Le 23 août 1914, notre armée française se replie pour défendre Belfort. Plus au nord, les troupes françaises sont défaites à Charleroi, où 40 000 soldats donneront leur vie. Alors le gouvernement français décide de quitter la capitale pour rejoindre Bordeaux.